Salut, c'est Guillaume, l'instigateur de ce podcast. Bon, je t'embête un peu, j'ai besoin de 400 donateurs mensuels pour avoir une sécurité financière et pouvoir continuer mes podcasts. Alors si mes podcasts t'inspirent ou t'aident, deviens un des 400 en cliquant le lien dans le descriptif de cet épisode ou en m'envoyant un email à guillaumefedepodcast@gmail.com. Merci. Bienvenue sur ce podcast qui aide les gays ou queers à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 36 ans et avec ce podcast, je suis enfin sur mon chemin d'épanouissement. Ce podcast, c'est mon guide pour apprendre et me débloquer. J'ai envie de réconcilier santé et plaisir et sortir les sexualités homosexuelles du non-dit. Je vous propose 2 types d'épisodes. Les épisodes témoignages. Un homme gay, bi ou queer raconte son chemin de sexualité et nous donne ses trucs et astuces pour s'épanouir. Et des épisodes hotline, avec un professionnel de santé, je réponds aux questions intimes des auditeurs pour donner des conseils pratiques. Allez, place à l'épisode, bonne écoute. C'est parti. Ouais. On parle de la PrEP. Oui. Je commence par un petit sommaire. Salut Thomas. Salut Guillaume. Avant le sommaire, je vais te dire salut d'abord. Et je suis incapable de demander comment tu vas parce qu'on vient de déjeuner ensemble, donc je sais exactement comment tu vas. Mais je vais te demander comment tu vas pour les auditeurs. Et je reçois de plus en plus de messages de fans du doc Thomas. Eh ben écoute, ça va bien. Je rentre d'un week-end très sympa. Mais je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler de la PrEP. Parce que c'est un sujet qui me semble important, un sujet d'actualité, même si ça fait bientôt 10 ans que la PrEP est arrivée en France. Toi, tu as beaucoup de patients qui viennent te voir pour la PrEP? Alors moi, au 190, c'est 2/3 des patients que je vois pour la PrEP. Ok. Le 190, on en dit 2 mots? Oui, c'est le centre de santé sexuelle dans lequel je travaille, qui est un centre de santé sexuelle orienté vers le public LGBT à Paris, voilà, dans le 11e. Moi, je la prends, la PrEP. Est-ce que toi, tu la prends? Oui. Depuis combien de temps? Depuis plus de 5 ans, je crois. Moi, depuis septembre. Donc, je trouve ça vachement intéressant, un épisode de gens concernés. Donc, on la prend pour peut-être des raisons différentes. On s'est posé différentes questions. Moi, je trouve ça cool d'avoir un épisode parce qu'on a pas mal de contenu sur la PrEP en ligne, mais c'est écrit par des médecins et c'est écrit de façon assez froide. Là, je trouve que c'est bien parce qu'on va amener notre vie. Le petit sommaire. En gros, sur mon Instagram, les gens peuvent me suivre s'ils le souhaitent. Descriptif de cet épisode, ils peuvent trouver mon Instagram. Et j'ai posé la question, vous posez quoi comme question autour de la PrEP? En gros, j'ai reçu tout un tas de messages. On va commencer par l'efficacité. C'est le gros truc qui revient aussi souvent dans ton cabinet, tu m'as dit. Tout à fait, oui. Est-ce que l'efficacité à 100% qui est dite et redite, est-ce qu'elle est vraiment vraie? Est-ce que c'est un mythe? Deuxièmement, quel est l'impact de ce médicament sur ma santé à long terme? C'est quoi les effets secondaires tout de suite? Et puis surtout, si je le prends pendant de nombreux mois, de nombreuses années, qu'est-ce qui va se passer pour mon petit corps? Ça reste quand même de la chimie. Troisièmement, quels sont les infox, les fake news, les mythes, les mythos sur la PrEP que toi, tu continues à entendre dans le cabinet ou que on peut avoir en tête. Et enfin, on va proposer une sorte de guide, un pas à pas et des astuces pour savoir quand et comment bien prendre la PrEP. Ouais. Voilà un peu l'intro qui me donne envie d'écouter cet épisode qui me donne envie de l'enregistrer. Petit point coulisses. Premièrement, j'ai toujours des allergies, donc je vais tousser, j'ai la voix rauque, tout ça. Deuxièmement, j'ai encore les travaux, donc parfois il y aura des bzit. Et troisièmement, je me demande si cette fois-ci aussi quelqu'un va sonner à ma porte. En tout cas, si ça sonne, nous ne bougerons pas. On ne bouge pas. Update coulisses aussi. Donc moi, je continue à essayer de gagner ma vie avec ce podcast. C'est mon activité à 100%. Je cherche 400 personnes qui peuvent me faire un don mensuel. J'en suis à 28. J'ai fait une liaison, je pense, qui est incorrecte. Mais je suis très, très content, franchement. Mais vraiment, je trouve ça trop chouette. Alors, c'est sûr qu'il me faut en trouver 372. De plus. Mais je trouve ça trop chouette. Ludovic, il y a 4 jours, a activé un don de 5 € par mois en mettant le petit message « Bravo Guillaume, j'apprécie beaucoup tes podcasts et les conseils du doc. » C'est toi, Thomas. Donc voilà,
si les gens qui écoutent apprécient le contenu, ont envie que ça continue et ont la capacité de faire un don de 5 à 10 euros par mois. J'en cherche 400 comme ça. Lien dans le descriptif de l'épisode. Si on ne peut pas donner des sous, on peut donner son amour et ses étoiles. L'amour, c'est nous envoyer un petit message, m'envoyer un petit message. Il y a sur le site du podcast, je mets le lien dans le descriptif de l'épisode, il y a mon numéro de téléphone pour m'envoyer un vocal ou un texto et un email. Et en fait, moi, quand je reçois des messages de gens qui me disent comment le podcast résonne pour eux, c'est génial. J'ai de plus en plus de femmes qui m'écrivent. Ce matin, c'était une femme et son mec qui avaient écouté ensemble nos épisodes Sodomie. Donc on peut soit me donner de l'amour avec des petits messages en mode comment ça me résonne, soit m'offrir des étoiles. Spotify, Apple Podcast, tu vas sur ton mobile et tu cherches l'endroit où on met un avis, on met 5 étoiles. Si tu as le temps, tu mets un petit commentaire tel génial ce podcast, emoji cœur. Et en fait, l'algorithme se met à pousser le podcast à plus de gens, du coup plus d'auditeurs l'entendent, du coup on a plus de possibilités d'avoir des gens qui donnent parmi tous ces auditeurs. Triste. Ok. J'avais envie de parler de la PrEP. Pourquoi ? J'ai reçu des questions via la hotline, mais surtout, je t'ai dit la dernière fois, viens, on parle de PrEP parce que moi, je suis sous PrEP depuis septembre, que ma médecin généraliste m'a dit « Ah, on va faire une pause parce que vos résultats d'analyse, donc quand on prend la PrEP, tous les 3 mois, on fait des analyses, et mon foie réagissait pas bien. En tout cas, les taux de je ne sais ce qu'on cherche dans le foie, on va en parler après, augmentaient, et ce depuis plusieurs mois. Donc elle m'a dit, on fait une pause, tu vas voir un autre professionnel et on avise. Du coup, je me suis dit, mais en fait, quel est l'impact de la PrEP sur ma santé ? Et ça a un peu actualisé mon choix que j'avais pris en septembre. Donc il y a 9 mois. Il y a 9 mois. Oui, nous sommes en mai 2023. Et puis, la PrEP a transformé ma sexualité. Je suis, peut-être je devrais utiliser le présent, un hypocondriaque super inquiet. Je pense que mon homophobie internalisée, ma difficulté à m'assumer homosexuel fait que le rapport sexuel m'est empêché par mon cerveau qui s'imagine 1001 maladies, morts et infections. Et la PrEP a vraiment créé un chemin essentiel pour moi. Donc, dans la question de l'épanouissement sexuel, pour moi, la PrEP est centrale dans ma vie intime. Mais pas que dans ta vie intime. Hein. Là, vu ce que je vois au cabinet et ce que je partage autour de moi, la PrEP, elle a clairement changé la vie, la sexualité d'énormément de monde. En bien ou en mal, on peut en reparler, mais ça a permis de lever cette inquiétude de la contamination au VIH et donc de découvrir et je pense, de s'épanouir sexuellement pour beaucoup de gens. Est-ce que toi, Thomas, tu as dit que tu prenais la PrEP. Est-ce que tu te souviens quels arguments, pourquoi tu as décidé de prendre la PrEP ? J'ai décidé de prendre la PrEP après quelques rapports non protégés, donc qui m'ont généré beaucoup d'angoisse et où je me suis aussi posé la question de pourquoi je l'avais fait et qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas le refaire ou pour me protéger. Et la PrEP, à ce moment-là, commençait à se développer. Et donc, je suis allé, à l'époque, un des seuls endroits où on pouvait avoir la PrEP, c'est-à-dire un hôpital. Donc, je suis allé à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, pour obtenir la PrEP. Parce que pour toi, le préservatif était un peu une barrière dans ton rapport sexuel. Non, mais ça a été un moment où on a tous des moments où on met pas le préservatif pour une raison ou pour une autre, parce qu'à ce moment-là, peut-être que j'avais très envie que ça se passe, que ça soit fluide, qu'on s'arrête pas pour mettre un préservatif. J'ai plus la même mémoire de ça, mais je sais que c'est suite à un rapport non protégé. Un ou plusieurs rapports non protégés. Et puis la question toujours de la fellation, qui est toujours une question inquiétante avec prendre du sperme en bouche. C'est toujours une question
qui est potentiellement contaminante, même si on sait statistiquement et scientifiquement que ça n'a aucune commune mesure avec la pénétration anale sans préservatif, mais quand même, prendre du sperme en bouche, c'est pas anodin. Et au final, la PrEP, parce que beaucoup de gens disent à juste titre, bon bah oui, mais la PrEP, donc c'est un petit médicament, que tu as deux façons de le prendre, mais bon, t'ingères un médicament qui va empêcher, bloquer le virus du VIH. Ouais. Mais pas les autres IST, infections sexuellement transmissibles. Mais en fait, le VIH, c'est la seule qui n'est pas traitable. C'est la seule qui n'est pas guérissable. Guérissable, excuse-moi. Ouais, les autres sont traitables. C'est ça, merci. Elles sont guérissables, mais le VIH, on le traite, mais on va l'avoir à vie. C'est ça. Donc la capote est une évidence pour se protéger de plusieurs IST et du VIH. Et toi, je trouve ça intéressant, c'est même en portant une capote, la question de la fellation, de comment je fais la fellation, parce qu'en plus, si tu fais une fellation un peu plus musclée, pourquoi tu me regardes comme ça ? J'attends la fin de ta phrase. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que si je fais une fellation un peu musclée, c'est-à-dire un fond de gorge un peu appuyé, tu peux t'irriter. Enfin, il y a plus. Oui. Peut-être que tu peux te faire des micro-lésions qui, du coup, rend un terrain un peu plus facile pour la transmission du VIH. Oui. Avec sperme, etc. C'est pas ça le sujet de la fellation autour du VIH ? Non, le sujet de la fellation autour du VIH, c'est clairement le sperme. Il y a du enfin, le liquide préséminal, mais aussi surtout le sperme dans lequel il y a du VIH. Donc, le risque de contamination, il est au moment de l'éjaculation et un peu pendant la fellation. Là, faire des blessures au niveau de la bouche au point de créer... non, y a pas, c'est pas comme un anus. Hein. Une bouche, au contraire, est beaucoup plus lubrifiée, ne serait-ce que par la salive. Donc, il y a quand même peu de risque de faire des vraies blessures. Et puis, la pratique du fond de gorge violent est une pratique... pas si répandu que ça. Tout à fait. Tu n'as pas écouté le témoignage d'Isaïk F sur ce podcast, sur la gorge profonde. Bien sûr. À mon avis, je me suis abonné à son Twitter même. C'est vrai. Oui. Lui, il te fait quelques liaisons. Non, lésions. Enfin, il peut te faire aussi des liaisons. Probablement qu'il fait des lésions, ouais. Ok. Du coup, on rentre dans le vif du sujet. Et notre premier sujet, c'est la PrEP. Est-ce que c'est efficace à 100% ? Oui. Et donc toi, tu dis oui. Oui, c'est efficace à 100%. Le 100% n'existe pas dans notre monde humain. C'est vrai. T'es d'accord ? Oui. Déjà, toi en tant que médecin et en tant que prépeur, c'est-à-dire homme de la PrEP, comment on sait ce 100% ? Ça vient quoi, d'études ? Oui. Il y a de nombreuses études qui ont été menées en France et dans le monde. Il y a notamment une étude qui est menée multicentrique, donc dans plusieurs hôpitaux français, qui s'appelle Prévenir, et qui a suivi énormément de prépeurs et donc énormément de rapports sexuels réalisés par ces prépeurs. Et il y a eu dans cette étude, à ma connaissance, 6 contaminations. Donc, il y a eu des contaminations dans des gens qui prenaient la PrEP, mais en fait, après examen et interrogatoire, c'est des gens qui ne prenaient pas bien la PrEP pour diverses raisons. Ils étaient dans le protocole, ils étaient dans l'étude, mais ils prenaient pas bien la PrEP. Exactement. C'est-à-dire, il faut la prendre avant, pendant et après le rapport sexuel, potentiellement. Avant et après, oui. Pendant, concentre-toi plutôt sur le sexe. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Oui, t'as raison, c'était con. Ouais, avant et après le rapport sexuel, et on parlera des modalités de prise un petit peu plus tard, mais oui. Et donc, c'était des gens qui n'ont pas respecté le protocole pour diverses raisons, et il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais voilà, et c'est pour ça que je dis oui, ça marche en 100%, à partir du moment où on respecte les modalités de prise. Ok. Et je me permets de faire une petite interruption de programme. Là, on parle d'une efficacité à 100% si tu prends bien ta PrEP. Ça, c'est démontré par l'étude dont Thomas vient de parler. Elle a été menée de 2017 à 2019 sur 3000 personnes en région parisienne. Le résultat, c'est aucune contamination si la PrEP est bien prise. Cependant, le consensus médical mondial actuel sur la PrEP préfère parler d'une efficacité proche de 100%. Un risque zéro qui ne peut pas être promis, comme pour le préservatif et la pilule d'ailleurs.
À la fin de cet épisode, tu entendras un expert PrEP qui a travaillé sur les essais cliniques et qui nous explique cette efficacité à presque 100%. Erratum terminé, revenons à l'épisode. Et ça aussi, j'essaye de l'expliquer aux patients très régulièrement, c'est que ça marche mieux que le préservatif. Pourquoi ? Parce que le préservatif, il protège, et il protège des IST, on est d'accord. Mais le préservatif, il protège au moment de la pénétration anale. Mais il ne protège pas de toutes les autres situations. On a parlé de la fellation. On peut aussi parler du petit moment où on est chaud, on n'a pas envie de mettre tout de suite le préservatif, alors du coup on fait un petit aller-retour en pénétration anale, et puis non, mais finalement la raison revient et on se retire et on va mettre un préservatif. Ça va être aussi le moment où on va se faire éjaculer sur la muqueuse anale qui vient d'être bourrinée pendant un certain temps, variable selon les personnes, et qui est donc du coup un peu plus fragilisée. Et si le sperme tombe là-dessus, potentiellement il y a un risque. Bourriner, Thomas. Quoi ? On peut bourriner, on peut butiner, enfin... On fait ce qu'on veut avec ce qu'on veut avec son cul, mais voilà. Mais je veux dire par là que ça. Il y a tout un tas de moments où le préservatif ne joue plus le rôle de barrière. Il y a le moment aussi où le préservatif craque, ce qui normalement ne devrait pas arriver, mais qui arrive dans la vraie vie. Voilà. Et donc pour toutes ces situations-là, la PrEP, parce qu'elle est dans le corps et qu'elle agit à tout moment, elle protège. Oui. Tu parlais aussi de la fellation. Ouais. Moi, je rajouterais, ça m'est déjà arrivé, des mecs, on se chauffe, on se caresse, et du coup, genre, on se frotte le sexe sur le cul. Ça rentre pas tout à fait, mais ça fait coucou. Ça, j'ai pas pris de risque. Ouais, faut vraiment. En fait, le VIH est très fragile. Et c'est d'ailleurs pour ça que malgré le fait que tout le monde baise ou presque, il n'y a pas 3 milliards de personnes dans le monde qui sont contaminées. C'est qu'il faut quand même des conditions très propices et un contact pas muqueuse à muqueuse, mais vraiment faut qu'il passe d'un corps à un autre à l'intérieur. Voilà. Et donc oui, cette situation de muqueuse à muqueuse peut peut-être être un peu à micro-risque si, par exemple, il y a une IST. Les IST favorisent la transmission du VIH parce qu'elles sont des sortes de plaies. Donc, il peut y avoir, s'il y a une IST au niveau anal ou au niveau génital, oui, ça peut favoriser, mais on ne va pas se mentir, la contamination principale, c'est quand même pénétration anale sans préservatif. Ouais. Donc, l'idée, c'est... oui, ça marche à 100%. Oui. Et à ma question, oui, mais le 100% n'existe pas. Si, c'est vraiment chimique et mécanique, organique, à 100%. Si la prise est bonne, et on va aller dans le détail de comment on prend bien la PrEP, ça protège. Oui. Je crois pas que j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, Guillaume. Ça protège. Ouais. Je trouve ça passionnant parce que en ce moment, je re-regarde Queer as Folk, version américaine. Tu l'as vu ou pas ? Non. Tu l'as jamais vu ? J'ai vu l'anglaise, mais pas l'américaine. Tu me conseilles l'anglaise ? Oui, enfin, même moi, ça a bercé ma découverte de mon homosexualité. Donc, il y a un peu une Madeleine de Proust autour de ça. Ouais. Et là, la version américaine, elle date des années 2000. Et on suit du coup 5 Américains nord-est de l'Amérique, homosexuels, gays. Je crois qu'ils sont tous gays. Il y a 2 lesbiennes. Et un des personnages est séropositif et en couple avec un mec qui est séronégatif. Et il y a tout un enjeu de vie et de mort pour cet homme, tu vois, qui a, j'allais dire, notre âge. Une 30aine d'années, Thomas. Voilà. Et j'ai trouvé ça ouf parce que les années 2000, c'est hier. Et le narratif de une fois que t'es séropositif, tu meurs et où tu vas mourir ou en tout cas t'es à 2 doigts de mourir. Il parle de devoir prendre un cocktail de médicaments et je sais pas, c'est une petite parenthèse. Enfin, tu vois, pour dire que aujourd'hui, quand t'es séropositif, déjà tu meurs plus et tu vas mourir d'autre chose. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a les traitements et on a les bloqueurs, enfin, on a la chimie
pour empêcher ce qu'on n'a pas pu empêcher pendant des années, quoi. Ouais. Depuis les années 80, même avant, mais c'est ouf. En fait, les 40 ans de la découverte du VIH... c'est là. Oui, là. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de pas incroyable en 96, l'arrivée des trithérapies, et puis l'évolution des traitements contre le VIH. Et ce que tu vois dans cette série et ce que vivent aujourd'hui les séropositifs n'a plus rien à voir. Enfin, aujourd'hui, être séropositif, c'est prendre un comprimé par jour, avoir une espérance de vie identique, voire supérieure à la population générale, parce que tu vas voir un médecin toutes les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, tu as une consultation médicale, tu as un bilan, et donc tu vas être limite mieux suivi que quelqu'un qui est séronégatif. Je ne dis pas que le VIH a des conséquences dans le corps, bien sûr, mais voilà, il y a quand même la possibilité de vivre, changer, quoi. De vivre normalement et aussi longtemps qu'avec juste un comprimé par jour qui a peu d'effets secondaires. Cette parenthèse, elle était là pour dire, je comprends pourquoi on est nombreux à être paniqués d'une façon irrationnelle par cette maladie qui a décimé, tué, et dans lequel on a grandi. Enfin, moi, je suis né en 1986. On ne m'a parlé de sexualité qu'en me parlant de mort et de VIH. Enfin, la santé publique, etc. Enfin, et du coup, je pense que voilà, enfin, je pense que ça vient aussi un peu de là, les enjeux de la PrEP et le questionnement du 100% efficace. Je me dis, putain, il y a 20 ans, on devait prendre 1000 médicaments et c'était pas efficace, et aujourd'hui, ça l'est devenu, quoi. Exactement. Et donc, peut-être aussi pour ça que les gens doutent de l'efficacité. Ça a l'air un peu miraculeux, tandis que tant de personnes sont mortes du VIH-Sida sans qu'on puisse les aider. Et puis tu dis très bien la façon dont on a construit notre sexualité, et donc avoir la PrEP et être libéré de cette angoisse-là, c'est aussi complètement nouveau, et c'est une façon complètement nouvelle de se réapproprier sa sexualité sans cette angoisse. Et un peu comme quand les séropositifs, quand la trithérapie est arrivée et que les séropositifs finalement ne sont plus morts, ils ont dû faire une expression que je trouve assez incroyable, le deuil du deuil. C'est-à-dire que les séropositifs, avant 1996, n'avaient qu'une seule issue à court terme, enfin dans les 10 ans, c'était de mourir. Et là, avec les trithérapies, ils ont fait le deuil de mourir. Et donc, il fallait réapprendre à vivre. Dans une moindre mesure et toute proportion gardée, je pense que la PrEP, elle apporte ça aussi. Elle apporte une redécouverte de la sexualité, levée complètement de cette angoisse de contamination et plus globalement, cette angoisse de mort. Ça me fait penser à ce patient, quand on a préparé, tu m'as dit que tu avais un patient qui s'inquiétait de prendre la PrEP parce que ça ouvrait tout un tas de possibles sexuels et qu'il en était effrayé. Donc, quand on dit, est-ce que la PrEP est 100% efficace, la réponse c'est oui, dans sa capacité, si tu la prends bien, à te protéger contre le VIH. Mais est-ce que la PrEP me pose plein de questions et rend possible plein de choses autour de ma sexualité qui possiblement vient me chercher à des endroits compliqués? Et oui, soudainement, et tu penses pas qu'il y a aussi un peu ça? Tout d'un coup, le champ des fantasmes devient potentiellement réel. Et on peut faire plein de choses nouvelles avec la PrEP que le préservatif jusqu'à là peut empêcher. Toi, mais ce que dit ce patient-là aussi, c'est effectivement la possibilité peut-être de faire plein de choses, peut-être d'aller trop loin, peut faire des choses qui peuvent l'inquiéter lui-même. Mais le préservatif aussi protège des autres IST. Et donc, ce qu'il dit là aussi, c'est... si je prends la PrEP, je n'aurais plus peut-être envie de prendre de préservatif, et donc je risque d'être contaminé par des IST, et ça, j'en ai pas forcément envie, pour plein de raisons, parce qu'il est en couple, parce qu'il... Voilà. Je trouve ça passionnant que ça dit beaucoup de notre maturité sexuelle ou de notre estime de soi. Enfin, je trouve qu'on a quand même grandi, moi c'est des généralités, mais j'ai grandi dans un univers qui m'a interdit la sexualité,
qui m'a complexé sur l'homosexualité et qui m'a bien dit homosexualité égale maladie, mon petit gars. Ouais. Et la PrEP vient faire un peu un pied de nez à tout ça. Ouais. Et me mettre face à quand même tout un tas de questions. Donc une fois que j'ai bien compris que ça me protégeait du VIH mais pas des autres IST, voilà, ça m'ouvre plein d'autres choses qu'avant étaient interdits. Je trouve ça intéressant en termes de santé mentale. Oui, et puis de vie sexuelle et d'épanouissement sexuel, qui est complètement l'objet de ce podcast. Hein. Comment être épanoui sexuellement Du coup, c'est pas efficace la PrEP pour protéger des autres IST. Moi, la raison pour laquelle... donc, tu peux continuer à porter le préservatif. Tout à fait. Enfin, tu peux... Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la PrEP protège tout le temps. Le préservatif va protéger au moment de la pénétration et pour les IST, mais il y a tous les autres moments où on n'est pas protégé par le préservatif. Les autres IST sont guérissables. Oui. Et moi, ce que ça a changé la PrEP pour moi, c'est que j'ai décidé d'arrêter de porter le préservatif et d'inclure les IST dans mon cheminement de sexualité. J'ai eu l'impression que la PrEP m'a fait être plus adulte en disant bon, arrête avec tes angoisses qui hurlent à tue-tête sans cesse dans ton cerveau, Guillaume. Le VIH, c'est bon, tu prends la PrEP et puisque tu prends la PrEP, tu vas tous les 3 mois faire des examens poussés et je suis dans un protocole, donc j'ai une médecin généraliste, je l'ai choisi gay-friendly. Tous les 3 mois, je fais des tests et je lui ai demandé quoi faire en cas de symptômes. Donc, dès que j'ai un symptôme, au lieu de devoir reprendre rendez-vous, attendre, être stressé, je lui dis, je fais quoi? Donc, elle m'a fait des ordonnances en avance, en mode, si t'as le moindre truc, tu vas faire ces examens avant de venir me voir, comme ça, on saura ce que c'est et on pourra traiter. Et ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est que cette professionnelle de santé, cette médecin que j'aime beaucoup, elle me dit, c'est une femme, elle me dit, moi je te suis et dès que tu as quelque chose, on le traite, on le soigne. Donc t'inquiète pas. Et c'est la première fois qu'un professionnel de santé était mon allié dans ma santé sexuelle. Et c'est marrant parce que du coup... j'ai jamais été quelqu'un qui prenait beaucoup de risques, mais les espaces où... tu vois, je porte pas de préservatif, mais j'observe quand même que, justement, dans mon estime de moi, par rapport à ce que ton patient disait sur « je vais faire n'importe quoi », le moment où j'ai un choix plus adulte, en disant « Ok, Guillaume, voilà ma stratégie santé sexuelle, cette médecin, la PrEP, le préservatif si je le veux, et si je le veux pas, voilà comment je réagis s'il y a un souci », fait qu'en fait, je vais pas baiser avec les mêmes personnes. Je vais avoir besoin... Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a quand même un alignement qui fait que je vais vers une sexualité plus épanouie pour moi. Et une sexualité plus épanouie pour moi, c'est avec souvent des partenaires. Par exemple, ce que j'observe, c'est que depuis septembre, mes partenaires, on parle beaucoup de santé sexuelle ensemble. Avant, j'étais hyper angoissé, j'en parlais pas et du coup, je baisais avec n'importe qui, très bien pour moi. Mais là, naturellement, sans que ça soit une règle, je parle de santé sexuelle. Donc du coup, j'observe que mes partenaires font attention à leur santé et du coup, je diminue en fait, sans m'en rendre compte, ma capacité à choper des IST. Bon, après, moi, je suis pas fan de sauna et de trucs, donc c'est sûr que ça aide aussi. Mais tu vois ce que j'essaie de dire? J'ai l'impression que cet alignement, il m'aide à plein d'égards. Oui, tout à fait, oui. Déjà, il a libéré, il t'a obligé à aller parler de ta santé sexuelle tous les 3 mois avec un médecin. Ouais. Peut-être que ça aussi, ça joue à t'interroger sur les symptômes, sur les risques que tu as pris. C'est une réflexion globale, la prise de PrEP sur sa propre sexualité et sur les risques qu'on peut prendre, mais aussi les désirs qu'on peut avoir sur le fait de ne pas porter de préservatif, le fait d'avoir une pénétration sans préservatif, le lien que ça a. Il y a des gens pour qui porter un préservatif, c'est une rupture entre le lien intime. Il y a des gens au contraire pour lesquels c'est prendre soin l'un de l'autre que de porter un préservatif. Enfin, chacun voit le port du préservatif ou l'utilisation de la PrEP selon sa propre sexualité, mais au moins, tu es dans une démarche d'interrogation autour de ces thématiques-là et je trouve que c'est intéressant.
Et ce que je voulais dire, parce que tu as fait une tête quand j'ai dit je suis pas fan de sauna, c'est que j'ai l'impression que le moment où je suis dans une boîte à cul ou un endroit où tout le monde baise avec tout le monde, bah, j'augmente mes chances, entre guillemets, d'avoir une IST, ce qui est pas la fin du monde du tout. Mais il s'avère que moi, depuis septembre, j'ai jamais eu d'IST, et c'est aussi parce que mon appétit sexuel m'amène à un endroit plus qu'un autre. C'est pas la question du sauna, c'est la question de la multiplication des partenaires sexuels. Bien sûr. Et ce que tu décris plutôt, c'est que tu fais une sorte de tri dans tes partenaires sexuels qui t'amène aujourd'hui, de façon probabiliste, à ne pas avoir d'IST. Mais c'est pas parce que tu fréquentes pas un sauna, c'est juste parce que tu as mis en place d'autres stratégies de réduction des risques. Ouais, c'est ça. Et non. Et mon appétit sexuel ne m'amène pas à avoir plein de partenaires. À aller au sauna ou autre, ou faire des partous. Mais ce que je trouvais vachement intéressant, c'est ce déclic un peu de ok, je suis plus adulte et je choisis ma stratégie, et en fait naturellement du coup j'en parle plus, et donc je prends mieux soin de moi, quoi. Et ça, c'est la PrEP qui a déclenché ça. Ouais. Je me demandais comment ça marche concrètement dans le corps, la PrEP. Alors, donc moi là, je l'ai juste à côté là dans ma cuisine. Oui. Moi j'ai une petite gélule bleue. Oui. Ok. Cette gélule, je l'avale. Elle est dissoute dans mon estomac. Elle est digérée. Bien sûr. Comment ça marche? Si tu devais expliquer comment la PrEP marche à ma nièce de 11 ans. Donc, comment la PrEP marche? Donc, le médicament, une fois qu'il est digéré, il va circuler en permanence dans le sang. Mais il faut en prendre régulièrement parce que, comme toutes les substances, elle est éliminée par le foie et par les reins. Donc, c'est pour ça qu'il faut en prendre tous les jours, ou en tout cas autour des rapports sexuels. Et dès que... Donc, cette substance, c'est deux molécules actives. Ouais. Une combinaison de 2 molécules actives. Et dès que le VIH va rentrer dans le corps et qu'il va vouloir se reproduire, qu'il va vouloir se multiplier dans des cellules, eh ben, ces molécules vont empêcher l'ingénierie du VIH de se mettre en marche, et donc qu'il puisse se développer. Donc, à aucun moment, il va pouvoir se développer, et il va être éliminé, il va être tué par les cellules naturelles qui défendent notre corps. Ce que ces cellules font en temps normal, mais le VIH se développant beaucoup plus vite que le nombre qui est tué, ça dépasse complètement la capacité d'autorégulation, enfin de régulation de notre corps contre les envahisseurs étrangers. Et le fun fact, non, c'est pas un fun fact, mais du coup, hier, je te demandais, mais alors pour les personnes séropositives, pourquoi quand je prends ma thérapie, ça tue pas le virus? C'est que tu me disais que le VIH a la capacité d'imprimer dans l'ADN quelque Exactement, chose, oui. c'est donc ça? Le VIH, en fait, est un rétrovirus qui va transformer son ARN en ADN, et cet ADN va s'intégrer dans le noyau de certaines cellules dans le corps qu'on appelle, et du coup ça va devenir des cellules réservoirs. Et donc il est impossible de tuer toutes les cellules réservoirs parce qu'on n'a pas de cible pour aller tuer ces cellules-là. Donc la trithérapie, en tout cas les médicaments anti-VIH, vont empêcher le virus de se multiplier. Toutes les particules virales qui vont être produites vont être détruites immédiatement, mais elles vont rester en sorte de mémoire, comme dans une bibliothèque, dans certaines cellules dans le corps. Donc ça, c'est ce qui se passe chez les personnes séropositives. Et la PrEP empêche, les médicaments de la PrEP arrivent à un moment avant l'intégration de l'ADN viral, enfin dans les cellules réservoirs. Donc il y a 2 façons de prendre la PrEP, soit avant et après le rapport sexuel, soit tous les jours. Et en fait, dans les 2 cas, ça met en lumière ce que tu viens de dire. Le médicament, c'est une petite armée qui circule dans mon sang et qui est éliminée petit à petit. Donc c'est pour ça que le prendre tout au long du moment où il pourrait être en train de taffer contre le VIH, c'est important. Exactement. Donc si je le prends avant d'avoir un rapport sexuel, une fois, comme un Doliprane, et puis après plus, j'en aurai
d'une petite armée, mais elle va se réduire. Voilà. Et du coup, au moment où j'aurai un rapport sexuel, possiblement, il n'y aura pas assez d'armée. Exactement, elle sera plus assez forte pour contrer tous les virus qui risquent de rentrer. Mais c'était très clair. Merci. J'ai appris plein de trucs. J'ai un auditeur qui nous demande pourquoi le protocole à la demande n'est pas homologué officiellement. Et donc là, c'est sur Instagram, je lui ai dit « Mais de quoi parles-tu » Il m'a répondu « Le mot homologué n'est peut-être pas le bon. Je crois qu'il s'agit de, entre guillemets, l'autorisation de mise sur le marché. Il me semble avoir lu que la PrEP avait été autorisée avec le protocole en continu, donc ça veut dire le marché a dit oui, l'autorisation du marché a été donnée si tu la prends tous les jours, mais rien n'est mentionné dans la notice notamment sur la question de à la demande. Le protocole à la demande, c'est je le prends avant et après le rapport sexuel sur quelques jours. On va parler de la notice après, parce que tu as fait une petite story Instagram là-dessus et qui m'a particulièrement énervé. Ah ouais? Oui. Moi, je peux t'énerver? Ça arrive. Est-ce possible? Mais en fait, tu sais ou pas alors? En fait, il y a plein de médicaments pour lesquels l'AMM ne précise pas les prises, la façon dont on le prend. AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est une surautorité française ou européenne? Française, européenne, puis française. Qui dit, OK, vous avez fait le nombre d'études que je veux et je valide, vous avez le droit... je valide le fait que ça soit prescrit et commercialisé. Exactement. Et combien on va le rembourser aussi. Voilà. Et là-dedans, je peux postuler, moi je veux mettre un médicament sur le marché, sur vérifier cette prise-là ou cette prise-là, c'est ça? Cette façon de le prendre là. Donc, ils vont mettre en place un protocole et qui vont proposer lors de l'autorisation de mise sur le marché. Sauf que derrière, il y a des études qui continuent à être menées sur les médicaments. Et les études peuvent valider telle ou telle prise ou telle façon de prendre un médicament. Et à partir du moment où le médicament est remboursé, les pharmacies, les industries pharmaceutiques n'ont pas forcément l'obligation de refaire une demande d'AMM. Donc, c'est juste que les études suffisamment nombreuses, dans plusieurs centres, dans plusieurs pays différents, ont prouvé que la prise à la demande était aussi valide que la prise en continu. Les études que tu nous as mentionnées. Prévenir, c'est une étude de suivi de cohorte de gens qui prennent la PrEP. En continu. En continu à la demande, mais c'était des études avant même. Ouais. Donc les études ont été menées pour ce 100% efficace. Ouais. Les études ont été menées si je la prends en continu ou si je la prends ponctuellement. Exactement. Super. Et en fait, la question sous-jacente de cet auditeur, c'est est-ce que le protocole à la demande, est-ce que la prendre ponctuellement est aussi efficace que de le prendre en continu, la PrEP? Oui. Du coup, la réponse est oui. Ben oui, parce que on la prend quand on en a besoin et les 3 jours de prise, donc 2 comprimés avant, 1 comprimé les 2 jours qui suivent, suffisent autour d'un rapport sexuel unique à détruire tout le VIH qui pourrait rentrer dans le corps. Tu nous l'as bien expliqué. Alors, cet auditeur, après, du coup, explique, mais il faut qu'on s'accroche un peu. Il explique sa question. En effet, en cas de protocole continu, il dit, la notice dit qu'il faut prendre... Dis-moi, tu me fais un signe. Est-ce qu'on ne va pas embrouiller les gens avec ce qu'il dit? Parce que tu penses qu'il a dit une bêtise? Non, mais parce que je pense qu'il va parler des 7 jours, c'est ça? Ouais. Oui, non, je pense qu'on va embrouiller les gens. Alors, je vais pas lire ce qu'il dit, parce que moi-même, j'ai pas compris. C'est quoi l'histoire des 7 jours? Parce que du coup, les gens vont se dire, c'est quoi l'histoire des 7 jours? Alors, en fait, il y a deux façons de prendre la PrEP. Mais là, on embraye sur notre dernier point, normalement. Mais bon. Le protocole initial, tel qu'il avait été développé, c'était qu'il fallait prendre pendant 7 jours 1 comprimé par jour. Et au bout du 7e jour, on est protégé. D'accord. Les études ont montré que si on prend 2 comprimés, on est immédiatement protégé dans les 2 heures qui suivent. 2 heures après avoir pris les 2. Exactement. Donc du coup... D'accord, c'est ça où il y a une Du coup, maintenant, il n'y a plus personne qui va dire « Vous prenez 1 comprimé pendant 7 jours et vous serez protégé qu'au bout de 7 jours. Prenez immédiatement 2 comprimés et vous êtes protégé dans 2 heures. » Dans 2 heures. Et après, vous enchaînez. Si t'es un homme, si t'es un homme, 6. Si t'es un homme, 6 jours. Hein, parce qu'il y a une différence pour
Oui, exactement. On parle pour les hommes cisgenres. Effectivement, pour les femmes et pour les personnes trans, c'est 7 jours, un comprimé tous les jours pendant 7 jours. C'est ça. Ce protocole initial reste pour... Tout à fait. Parfait. Et ben c'est tout bon. On va terminer cette première partie. Timing absolument parfait. Prochain épisode, la toxicité. Là, on vient de parler de l'efficacité. Prochain épisode, toxicité. Merci Thomas. De rien Guillaume, à tout de suite. À tout de suite. Enfin non, à bientôt. Parce que nous, on va enregistrer tout de suite la suite, mais les gens, ils vont pas l'entendre tout de suite. Alors après cet enregistrement, j'ai eu envie de mieux comprendre pourquoi, malgré des études qui montrent une efficacité à 100% si la PrEP est bien prise, pourquoi le consensus médical mondial parle d'une efficacité à presque 100%. Me voilà enquêteur. J'enfile mon plus beau chapeau d'enquêteur. Bon, le doc Thomas n'est pas disponible, il est en consultation, c'est bien normal, car il est vraiment un médecin, ce n'est pas une marionnette que j'ai inventée. Du coup, je contacte Stéphane Morel, qui travaille chez AID, une association majeure dans la lutte contre le VIH. Et Stéphane a 2 grandes qualités. La première, il est auditeur de ce podcast, vraiment grande qualité, mais la plus importante, c'est justement qu'il a travaillé sur les essais de la PrEP depuis 2012. Bonne pioche, enquêteur hors pair. Voilà ce qu'il me dit dans un message vocal quand je lui demande de m'expliquer pourquoi on parle d'une efficacité à presque 100% de la PrEP. Salut Guillaume, écoute, merci pour ta gentille question. Je pense que je suis plutôt bien placé pour te répondre parce que j'ai travaillé sur les essais de PrEP en France, que ce soit Hypergay ou Prévenir, depuis 2012. Donc c'était moi qui coordonnais l'accompagnement communautaire des participants de ces 2 essais. Donc j'étais dans la rédaction des protocoles et aussi des publications scientifiques des résultats. Donc ton intuition est la bonne. Le petit pourcentage en fait d'efficacité qui fait qu'on n'atteint pas 100%, c'est bien lié à des situations où des personnes peuvent avoir un risque d'acquérir une souche résistante au VIH. Il y a quelques cas dans le monde qui sont documentés, 5-6 depuis 2012, depuis 2011 de mémoire, où la PrEP était bien prise et n'a pas fonctionné pour quelques personnes. Et d'où ce fait qu'on ne peut pas être complètement à 100%. Après, par chance, c'est absolument exceptionnel et ça donne un taux d'efficacité monumental à la PrEP. Pour autant, bien plus finalement même qu'un vaccin ou que n'importe quel vaccin qui existe. Et ben voilà qui est très clair. Et j'avais zappé, mais c'est vrai que pareil, un préservatif bien mis est aussi considéré fiable à presque 100%, idem pour une pilule contraceptive bien prise. Je lui demande s'il veut ajouter quelque chose, s'il y a d'autres raisons qui expliquent ce presque 100%, et il en profite pour me récapituler toutes les raisons qui font que votre PrEP pourrait ne pas fonctionner. Les seuls cas où ça ne marcherait pas, en réalité, c'est pas lié à la PrEP, c'est lié au fait qu'on la prenne mal. Ça, vous en avez déjà parlé avec Thomas dans le podcast. Ça peut être lié à un virus résistant, comme je le disais, et c'est exceptionnel, et c'est pour ça qu'on est à 99 et des brouettes % et pas à 100. Et puis, il y a aussi le cas où les personnes peuvent prendre des choses qui empêchent la PrEP de fonctionner en même temps. Genre, si tu prends ta PrEP en même temps que des charbons actifs pour ta bonne digestion, les charbons actifs peuvent empêcher la bonne diffusion de la PrEP dans ton organisme, ou en tout cas en réduire la quantité qui est diffusée dans ton organisme et rendre peut-être la PrEP moins efficace. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, les gens qui prennent du psyllium, par exemple, pour avoir un transit tout à fait cohérent avec une activité sexuelle anale, et vous avez fait un très joli épisode dans le podcast là-dessus, et le psyllium, ça se prend pas en même temps que la PrEP, ça se prend à distance. Et en général, pour tous les médicaments, il faut éviter dans les 2 heures avant, 2 heures après, de prendre des trucs comme du psyllium ou du charbon actif. Un grand merci au doc Thomas pour ses réponses entre 2 patients, à Stéphane que vous venez d'entendre pour ses réponses éclairantes et à Paul qui nous a mis en contact. À très bientôt. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire.
Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.